Oui, madame. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. J'allais abandonner. Je ne sais pas si vous êtes fatigué de m'attendre. Si vous voulez, j'annule. Mais je n'ai pas pu rentrer. Je n'ai pas pu vous avoir. Impossible. J'ai l'écran, mais je n'ai pas le son. J'ai le son, mais je n'ai pas l'écran. D'accord. Bon, enfin, nous, on a vu que vous avez partagé votre écran, mais que le micro était désactivé. C'est ce que j'ai dit. Non, il n'était pas désactivé. Il était activé, mais il n'y avait pas de son. J'ai un problème de son, je crois, avec le PC. Je ne sais pas si c'est le PC qui a un problème de son. Bon, j'ai demandé de l'aide de l'extérieur. Bon, est-ce que ça marche? J'espère que ça va marcher pour longtemps. Oui. Je pense qu'il a un problème de son. Oui. Est-ce que vous me recevez bien comme ça? Oui, et si je vois bien, je crois que le son de votre PC est désactivé, je pense, non? Non, il n'est pas désactivé. Il y a un problème, il ne marche pas. D'accord. Il ne marche pas. Oui, d'accord, merci. Je n'arrive pas, c'est-à-dire, il ne bouge pas, le son ne bouge pas. J'essaie de l'activer, mais je n'arrive pas. Il ne veut pas s'activer, si vous voulez. Voilà. C'est bon? Si vous me recevez, c'est bien. Oui, on vous reçoit, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, j'ai pris un autre portable. Donc, j'ai branché le portable au PC. Désolée pour ce retard. Ça fait un bon moment depuis que j'essaie. C'est pas grave. C'est là, désolée, je n'ai pas répondu parce que j'étais en train d'essayer avec deux appareils. Et je voulais quand même faire ce cours. Si vous êtes fatigué de m'attendre, si vous voulez que j'annule, je vais annuler. Non, si vous voulez qu'on fasse le cours, on le fait. On le fait. C'est le cours sur la moelle épinière, Yak. Oui, c'est tout le monde qui veut qu'on le fasse. Oui. Oui. Tout le monde? Oui, madame. Les autres. Oui, madame. Oui, on va le faire. Oui. Allez, Oui, madame. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir les enfants. Bonsoir, donc, c'est le cours. Bonsoir. Donc, la dernière fois, on a fait les généralités sur le système nerveux, les organes nerveux en général, une petite introduction sous forme de petite définition. Et j'ai voulu introduire la moelle épinière sous forme d'un petit cours, surtout le développement embryonnaire de la moelle épinière succinctement, sous forme de généralité, un petit aperçu sur le développement embryonnaire de la moelle épinière. On a parlé donc de la structure de la moelle épinière qui au centre présente un canal qu'on appelle canal épendymère, qu'on appelle aussi le canal spinal, qui se situe donc dans le centre de la moelle épinière, laquelle se trouve dans le canal rachidien. Voilà. Et là, nous avons la moelle épinière. C'est une particularité. J'ai fait exprès de partir du bas vers le haut, vers le système nerveux central, l'écorce cérébrale par la suite, le cervelet et l'écorce cérébrale, vu la complexité des structures cérébelleuses pour le cervelet et cérébrale pour le cerveau, j'ai préféré remonter vers le névrax en allant de la moelle épinière vers le cerveau. C'est mieux ainsi pour vous, d'autant plus que vous avez traité le rachis en anatomie, c'est ça? Oui, c'était notre tout premier cours d'anatomie. Voilà. Donc, pour la moelle épinière, des petites généralités. On a dit que c'était un organe nerveux central. C'est la portion, donc c'est le prolongement du système nerveux central, du névrax, qui est situé dans le canal rachidien. C'est ce qu'on appelle la moelle épinière. Donc, elle est en continuité avec le bulbe rachidien. On appelle aussi l'appellation de prolongement rachidien de l'encéphale. C'est une ancienne appellation, mais qui tient toujours. Donc, c'est sous forme d'une tige cylindrique. Tout ça, on a vu les généralités. On a dit que la moelle épinière, elle a une exception à la règle concernant la structure histologique. On va rentrer dans le vif de la structure histologique. Je vais vous dire tout de suite, je vais vous donner des petites informations globales tout de suite pour que vous n'ayez pas à rentrer dans les détails structuraux inutiles pour ce module, pour le programme de la deuxième année. C'est des cours très complexes. Donc, ce que je vous ai donné dans le PDF et le PowerPoint, je vais vous l'envoyer après si vous voulez. Vous voulez que je vous l'envoie? C'est-à-dire, j'aimerais la laisser pour la fin si je rajoute une ou deux images, mais tout comme je peux vous l'envoyer et vous envoyer encore le dernier si je rajoute quelques images, il n'y a pas de souci.
De préférence, c'est ce qui nous de préférence en dernier. On a le PDF, les infos sur. Vous avez le PDF, donc si je rajoute des images, dès que vous aurez fini le cortex cérébral et le ménage, je vais vous envoyer le PowerPoint, la totalité. Donc, ce qu'il y a dans le cours, très bien, ce qu'il y a dans les PDF de deuxième année, les PDF que je vous ai donnés, Yaresh, écoutez-moi bien, ce qu'il y a dans les PDF, c'est le contenu du programme de deuxième année, avec les objectifs officiels du programme de deuxième année. Je ne rentre pas dans certains détails parce que c'est très compliqué, ce n'est pas dans le programme et ce n'est pas de votre niveau. C'est-à-dire, pour l'histologie appliquée spéciale de la deuxième année, le contenu des PDF est largement suffisant pour votre niveau. S'il y a des notions supplémentaires d'histophysiologie, je ne vais pas faire de la physiologie en histologie, il est hors de question, d'autant plus que c'est chargé pour cette unité. Donc, moi, parfois, je donne uniquement l'emplacement de certaines structures. Oui, même si vous l'avez un peu fait aussi concernant les autres unités, vous avez fait un petit peu d'histophysiologie concernant quand c'est nécessaire, je la fais, oui. Le système endocrinien, c'est autre chose. C'est beaucoup plus d'histophysiologie. On ne peut pas faire le système endocrinien sans rentrer dans l'histophysiologie parce que la structure, elle est beaucoup plus rattachée à l'aspect fonctionnel de ces structures. Quand je dis système endocrinien, sécrétion d'hormones dans physiologie, rôle physiologique. Qu'est-ce que vous comprenez? Par contre, pour les structures nerveuses, déjà l'anatomie, la topographie de ces structures, elle est très complexe. Leur origine embryonnaire, leur topographie, leur anatomie et leur structure, elle est suffisamment complexe. Rentrer dans l'histophysiologie du système nerveux, il est impossible, quasiment impossible. Par exemple, si je traite le cerveau avec l'histophysiologie, il faudra 10 séances pour finir. Et pour le faire. Et vous aurez besoin d'un bagage supplémentaire en physiologie, neurophysiologie, les voies nerveuses, tout ça, chose que vous n'avez pas. Cette base, vous ne l'avez pas encore. Donc, suivez bien ce que je suis en train de dire. Quand je vais faire les cours sur les organes nerveux, laissez-moi finir et ne posez pas des questions de physiologie. Parce qu'on ne va pas faire de la physiologie. On ne va pas traiter l'aspect anatomique. L'embryologie, ce que je vous ai donné, est largement suffisant. C'est ce qu'il y a dans le programme. On ne peut pas faire l'embryologie du système nerveux, ni la physiologie détaillée du système nerveux. Donc, ce qu'il y a dans les PDF, ce que je vous donne, c'est ce qu'il faut savoir en histologie pour cette unité. C'est clair, Achad Qara? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, ce que je vous donne est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de consulter des livres ou bien d'autres PDF. Contentez-vous de la visioconférence et du PDF comme support. Il y a le PowerPoint, il y a le PDF. Il y a l'enregistrement de mon cours, des petites explications par-ci, par-là, et c'est largement suffisant pour vous. D'accord? Et bismillah. Donc, après les généralités concernant la moelle épinière, on a vu, je vous ai dit, je l'ai dit même la dernière fois, que cette moelle épinière, elle est faite de deux tonalités, de deux types de substances, de matière, la matière grise et la matière blanche. Contrairement à tous les autres composants du névrax, du système nerveux central, la moelle épinière comporte une matière grise centrale comparativement à la matière blanche. Je m'explique. Cela signifie quoi? Si je prends l'écorce cérébrale, c'est-à-dire la partie périphérique du cerveau, et que je réalise une coupe au sein du cortex cérébral, je parle du cerveau, ou bien au niveau du cervelet, l'écorce cérébelleuse. Si je réalise une coupe histologique au niveau de cette écorce, l'une ou l'autre, le cerveau ou le cervelet, qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer que la substance grise, elle entoure plutôt la substance blanche. D'accord? Et cette substance, elle est inversée. La position, la topographie de la substance grise et de la substance blanche est inversée au niveau de la moelle épinière. D'accord? Donc, on a la substance grise qui est centrale. Elle est entourée par la substance blanche qui est dite substance blanche périphérique. Cette substance grise, c'est quoi la substance grise? Au fait, c'est une substance plutôt dense en microscopie et la substance blanche, elle est plutôt opaque et claire en microscopie optique. Et c'est quoi au fait?
c'est quoi? Ça correspond à quoi? Cette substance grise n'est autre que les noyaux cellulaires des neurones. C'est parce qu'ils prennent les colorants et il y a la densité des noyaux qui sont bien concentrés. Les colorants sont pris intensément par les noyaux cellulaires qui se trouvent au niveau des corps cellulaires, et d'où ce qu'on appelle la substance grise. Et pour ce qui est de la substance blanche, c'est beaucoup plus les axones, c'est les fibres nerveuses de ces cellules nerveuses qui composent la substance grise. C'est les prolongements axoniques, c'est les fibres nerveuses des neurones et des cellules névrogliques qui sont là souvent à la myéline, mais aussi à l'aspect que donnent les fibres nerveuses, puisque la tonalité, la couleur et l'aspect, la structure de ces deux substances est différente. L'une est composée majoritairement à 99% presque de noyaux cellulaires, j'exagère, pas 99, à 80, peut-être à 90%, même un peu moins, et les autres, et l'autre, pour la substance blanche, elle est constituée majoritairement de fibres nerveuses de prolongement axonique. C'est clair? Voilà ce qu'il y a lieu de noter. Je continue? Oui. Très bien. Donc, et cette substance grise et blanche, elle est en relation avec d'autres organes. Donc, la moelle épinière, elle est en relation avec les autres organes, du névrax ou autres, même les organes externes, par l'intermédiaire des racines rachidiennes qui sont représentées par les racines ventrales, qu'on appelle aussi antérieures, et les racines postérieures qui vont former les nerfs rachidiens. D'accord? Voilà. Voilà une microphotographie représentative de la moelle épinière centrée par le centre, le canal central, dit canal épendymère, canal spinal aussi, et tout autour de ce canal, regardez, on a cette substance grise ici qui paraît dense, foncée. Voilà. Et tout autour, c'est la substance blanche. Donc, c'est pour différencier les tonalités de ces deux, l'aspect de ces deux substances constitutifs de la moelle épinière, centrée par le canal spinal avec une matière grise, substance grise, une matière blanche, la substance blanche. Voilà. D'accord? Ensuite, on va voir les appellations. C'est beaucoup plus de la terminologie. On va donner les noms des éléments, les cornes antérieures, les cornes postérieures, les cornes ventrales antérieures, on les appelle dorsales aussi. On a les délimitations des cordons de la moelle blanche, de la substance blanche, sillon antérieur, sillon postérieur. On va voir les points d'entrée et de sortie donc des racines postérieures du nerf rachidien, les racines antérieures aussi du nerf rachidien qui vont former le ganglion rachidien. Et donc, nous, c'est sous forme de topographie et de terminologie qu'on va traiter ce cours. D'accord? Et les notions globales, elles sont, donc, c'est le contenu du programme d'histologie de deuxième année. Voilà. Donc, l'origine embryologique, on a vu que c'est très facile, elle est relativement simple, l'évolution, donc pour former ces deux portions de la moelle épinière. L'évolution embryologique est relativement simple. Cette moelle épinière qui va dériver de la portion médulaire même caudale du tube neural. On a une ligne de soudure qui va délimiter le sillon médian postérieur d'une part, et on aura le sillon médian antérieur d'autre part. Pour les lames alaires, donc elles vont fusionner et proliférer, évoluer sur le côté dorsal, et on va voir que
de cette soudure vont naître les cornes postérieures de la substance grise. Concernant les lames basales, elles vont, s'accroître sur une petite longueur et là, c'est du côté antérieur, donc ventral, donc limité par le sillon médian antérieur, et il y aura l'édification des cornes antérieures de la substance grise. Et cette fusion et cette prolifération des lames alaires et basales va entraîner la diminution du canal central, donc de la cavité du tube neural primitif, qui est, c'est la cavité du tube neural, qui va diminuer de calibre pour devenir le canal épendymère, canal de l'épendyle ou bien canal spinal. Voilà. Voilà, c'est une évolution relativement simple qui va donner naissance en allant des lames alaires et des lames basales aux cornes antérieures et aux cornes postérieures et antérieures. Voilà. Cette cavité en hexagone. Après, on a vu l'histologie du canal du tube neural et on a vu que c'est formé de plusieurs couches et c'est l'évolution de ces couches qui va donner les différentes structures, les éléments constitutifs de la substance grise médulaire et de la substance blanche. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, structure histologique de la moelle épinière. Donc, on va réaliser une coupe, cette fois-ci horizontale, au niveau de la moelle épinière, et quel que soit le niveau au niveau duquel on va faire cette coupe histologique horizontale, donc en coupe horizontale, on va remarquer, donc, c'est ce qui nous permet de bien délimiter la substance grise de la substance blanche. On vous dit qu'il y a une substance grise qui contient les corps cellulaires, donc les cytones, les péricardions aussi, on les appelle les péricardions, cytones, corps cellulaires. C'est le protoplasme avec les noyaux cellulaires. Et les prolongements, c'est la partie périphérique. On a aussi la partie périphérique qui est la substance blanche qui contient les fibres nerveuses. Et les fibres nerveuses, quand on dit fibres nerveuses, il n'y a pas les dendrites. Les dendrites, ils vont avec le corps cellulaire. Les prolongements dendritiques, ils vont avec le cytoplasme, le protoplasme, où se trouve le noyau. Par contre, les axones, ils peuvent être très lents, comme ils peuvent être courts. Ils peuvent être situés au niveau de la moelle épinière uniquement, donc très courts. Ils peuvent se retrouver au niveau de la totalité du névrax, c'est-à-dire qu'ils peuvent remonter vers le cervelet, vers le cerveau, le tronc cérébral, le cervelet, le cerveau. Donc, c'est des axones qui ne quittent pas le névrax, donc qui vont aller dans le sens moelle épinière névrax, donc système nerveux central uniquement. Il y a des axones qui vont quitter le névrax et bien sûr la moelle épinière qui vont aller vers des organes comme les fibres musculaires striées, comme les plaques motrices neuromusculaires. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Voilà. Et tout ça, on va le voir en détail tout de suite. Je continue. Donc, on a dit qu'une section horizontale au niveau de la moelle épinière, quel que soit le niveau, au niveau on réalise. Je suis en train de résumer. Je vais répondre tout de suite. Quel que soit le niveau au niveau duquel on va réaliser cette coupe, va nous permettre de distinguer la substance grise contenant des corps cellulaires, des cellules nerveuses, des neurones, et la substance périphérique qui, elle, comporte majoritairement les fibres nerveuses, lesquelles peuvent être myélinisées et ou amyéléniques. Voilà. Oui, mademoiselle. Les prolongements axonaux, c'est la même chose que les fibres nerveuses. Oui, les fibres nerveuses, ce sont les prolongements axonaux. Par contre, oui, ce sont les prolongements axonaux qui forment les fibres nerveuses. Voilà, regardez ici, c'est une microphotographie aussi. Au niveau de la moelle épinière, regardez la substance grise, elle est faite des corps cellulaires des neurones. Voici leur corps. Là où se trouve le noyau, c'est les corps cellulaires, les péricardions, les cytones des neurones. Et donc là, les neurones, leur corps cellulaire, ils se retrouvent dans la substance grise. Leur prolongement axonique se retrouve au niveau de la substance blanche.
Il y a aussi certaines cellules, petites cellules gliales, hein, des cellules névrogliques, celles qui accompagnent les neurones, que l'on trouve même dans la substance. C'est pour ça que j'ai dit majoritairement, parce qu'il y a des cellules entières, des cellules névrogliques entières au niveau de la substance blanche. Il y a aussi des cellules névrogliques entières au niveau de la substance grise. Mais majoritairement, la dominance est pour les corps cellulaires des neurones au niveau de la substance grise et pour les fibres nerveuses au niveau de la substance blanche. Ça va? Donc là, dans cette microphotographie, on voit les corps cellulaires et puis il y a les prolongements cellulaires. On en voit un. Tout ça, c'est très dense parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est des prolongements cellulaires avec des vaisseaux sanguins. C'est richement vascularisé. On a beaucoup de prolongements cellulaires. Mais on a des petites cellules, des cellules névrogliques, qu'on appelle aussi la glie ou bien la névroglie. C'est des cellules de soutien, de nutrition, des cellules, la microglie, c'est des cellules immunitaires du système nerveux, etc. C'est les cellules qui accompagnent, les petites cellules de la névroglie qui accompagnent les neurones. Voilà. Ça va? On a bien sûr quelques vaisseaux sanguins. Regardez ici, un agrandissement de cette image nous donne, regardez les corps cellulaires de certains neurones. Ces neurones, ce sont les plus gros neurones de la substance grise, on les appelle les motoneurones. Il y a les motoneurones alpha et gamma, on va les voir après. Voilà. Il y a d'autres cellules plus petites, c'est des cellules névrogliques, celles-ci. Même des neurones plus petits, beaucoup plus petits. Là, ceux qui sont très grands. Là, c'est la substance grise. Et puis là, on est au niveau de la substance blanche. Regardez la tonalité, la couleur, l'aspect et la couleur qui diffèrent. Voilà. Regardez ici la substance grise ici. Ici, c'est les prolongements axoniques, c'est les fibres nerveuses de la substance blanche. Et là, c'est plus foncé avec les plus gros neurones de la substance grise qu'on appelle les motoneurones. Voilà, on a des plus petites cellules. Il y a des cellules petites, des neurones petits, de grands neurones au niveau de la substance grise. Au niveau, voilà, et on voit aussi même des capillaires sanguins. On agrandit les images. Voilà. Regardez ici la substance blanche avec les fibres nerveuses. Les plus grosses fibres nerveuses, c'est celles des motoneurones, qui sont les plus gros neurones. Et puis, il y a la toute petite, il y a les cellules névrogliques et les prolongements aussi des cellules névrogliques qui se retrouvent au niveau de la substance blanche. Ça va? Je continue? Oui, madame. Très bien. Vous voulez... c'est bon, vous avez posé votre question, mademoiselle. On va voir le détail structural concernant la substance grise. Donc, cette substance grise, elle est représentée, vous l'avez vu dans la coupe horizontale, c'est les cornes antérieures plus les cornes postérieures et la substance grise sert de pont. Vous ne m'entendez pas? Vous me recevez? On vous entend. Très bien. Donc, pour cette substance grise, elle est faite de quoi, au fait? C'est les deux cornes antérieures, plus les cornes postérieures, plus la substance grise médiane, donc qui relie les cornes postérieures aux cornes antérieures qu'on appelle la commissure grise intermédiaire ou bien la substance grise intermédiaire. C'est un pont de substance grise qu'on appelle la commissure grise. Voilà. Attendez, je vais vous remontrer l'image. La toute première. Regardez ici, j'ai ma substance grise. Tout ça, toute cette substance, cette partie-là, en papillon, si vous voulez, avec deux structures bombées antérieurement et deux structures effilées du côté postérieur, tout ça, ça forme la substance grise. Et elle est entourée par la substance blanche. En fait, ça revient à dire quoi, cette substance grise? Elle est faite de quoi? Elle est faite des deux cornes
postérieures, qu'on appelle les cornes dorsales aussi, plus les 2 cornes antérieures, plus cette partie-là intermédiaire qui sert de pont. C'est un pont de substance grise qui relie, si vous voulez, les cornes postérieures aux cornes antérieures. Cet ensemble formé par les 2 cornes postérieures, les 2 cornes antérieures, plus cette partie-là, cette commissure grise intermédiaire, centrale, d'ailleurs qui centre le canal spinal. Il y a d'ailleurs une petite partie qui va du côté postérieur, on l'appelle la substance grise postérieure. Il y a une petite partie qui va du côté antérieur qu'on appelle la substance grise donc antérieure. Donc c'est cet ensemble qui forme la substance grise. Je continue. Je continue. Madame, est-ce que vous pouvez répéter ce commissure? Mais la commissure grise, c'est le petit pont gris qui relie les 2 cornes postérieures et antérieures, qu'on appelle la commissure grise. On l'appelle aussi la substance grise intermédiaire. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Là, j'ai juste énoncé les composants de la substance grise. Je vais revenir sur ce détail. Regardez, tiens, la commissure grise. Voici les 2 cornes postérieures, dorsales, les 2 cornes antérieures, et j'ai cette partie-là qui sert de pont, de liaison entre les cornes postérieures et les cornes antérieures, pardon. Les cornes postérieures et antérieures. Cette partie-là, centrale, ce pont-là de substance grise, on l'appelle la commissure grise intermédiaire ou bien centrale. Voilà, c'est tout. D'accord? Je continue? Et oh. Oui, madame. Parce que je ne vois pas, donc je ne sais pas si vous avez saisi. Il y a beaucoup de termes nouveaux. Suivez avec moi. Mais n'essayez pas de rentrer dans... Contentez-vous des explications que je donne. Donc, on vous dit, l'étude de la substance grise permet de distinguer... Dans la substance grise déjà, maintenant, on oublie la substance blanche, on va s'occuper de l'étude de la substance grise. Et on va voir, on a vu topographiquement la localisation et la composition globale de la substance grise. Donc, la substance grise, elle est centrale. Elle a la forme soit d'un H ou bien d'un papillon ou bien d'un X selon l'incidence de coupe où on la réalise au niveau coccyque, lombaire, thoracique. Elle diffère dans sa forme. L'essentiel, c'est que c'est la partie foncée, dense, centrale qu'on appelle la substance grise. Elle consiste en quoi cette substance grise? Elle consiste en 2 structures donc postérieures qui sont effilées plutôt, c'est les cornes postérieures, et 2 structures ventrales qu'on appelle aussi les cornes antérieures ou bien les cornes ventrales, qui sont reliées par un pont de substance grise qu'on appelle la commissure grise. Et on va rentrer dans le détail de l'étude structurale, si vous voulez, de cette substance grise. Dans l'aspect global de cette substance grise, on va distinguer 2 types de tonalités, c'est-à-dire qu'on a 2 aspects différents. On a remarqué que cette substance grise présente 2 aspects différents. L'aspect global, suivez avec moi, je vais lire ce qui est écrit. L'aspect global de cette substance grise, en fait, elle est spongieuse. La substance grise médulaire, donc de la moelle épinière, elle a plutôt un aspect spongieux. C'est-à-dire, c'est une matière molle avec des vacuolés. Comme des vacuoles, on dit que c'est une structure à aspect spongieux. La plupart de la substance grise, elle est faite ainsi. Elle a un aspect, elle est translucide, mais elle est spongieuse. Elle est molle, mais spongieuse. Et on a des cas particuliers. Et ces cas particuliers, d'ailleurs, j'ai commencé par les cas particuliers dans l'écrit. On vous dit qu'on a 2 types de tonalités. Une substance grise gélatineuse. C'est pas une substance grise poreuse, mais c'est une substance grise gélatineuse translucide qui est plutôt ferme. D'accord? Et cette substance
grise gélatineuse, on la trouve où? C'est juste une petite partie de la substance grise. Hein. Il y a une partie qui se trouve tout autour du canal de l'épendyle, qu'on appelle la substance, elle a reçu un nom, la substance gélatineuse centrale de Stilling. On ne va pas voir à quoi elle sert, parce que c'est des zones physiologiques. D'accord? C'est sûr qu'il y a une activité, elles ont un rôle physiologique, point de départ de tel type de neurones moteurs ou viscéraux, ou point d'arrivée d'autres neurones pour tout ce qui est réflexe médulaire vers le cerveau, vers le corps, etc. Nous, on ne va pas traiter cet aspect-là. On va juste donner l'aspect de cette substance grise. Donc, je disais que la grande majorité de la substance grise, elle est de type spongieux. Mais on a des cas particuliers. Au niveau de certaines zones, autour du canal de l'épendyle, nous avons une substance grise qui est dite substance grise gélatineuse. Et cette substance grise gélatineuse translucide qu'on trouve autour du canal de l'épendyle s'appelle la substance grise gélatineuse de Stilling. Nous avons également une autre, cette même substance grise gélatineuse, on la retrouve ailleurs et plus précisément au niveau de la tête de la corne postérieure. Les cornes dorsales, plutôt leur tête, au niveau de la tête des cornes dorsales, parce qu'on va voir dans la structure des cornes, les cornes dorsales présentent une tête, une base, un corps, et les cornes antérieures, elles présentent uniquement une base et une tête. On va le voir tout de suite. Donc, juste pour déjà vous situer par rapport à la nature de la substance grise, nous avons deux natures, deux tonalités, deux aspects structuraux différents. L'une est spongieuse, la grande majorité de la substance grise est spongieuse, toute la substance grise est plutôt spongieuse. Regardez ici, okay. La substance grise, on vous dit qu'elle est spongieuse pour la plupart. Voilà, spongieuse, c'est gris. Par contre, autour du canal de l'épendyle, nous avons une substance gélatineuse, grise gélatineuse. Elle a reçu le nom de substance gélatineuse de Stilling. On a aussi au niveau de la corne postérieure, et précisément au niveau de la corne postérieure, au niveau de la tête et du noyau, donc de la tête de la corne postérieure, nous avons une substance gélatineuse, et celle-ci, elle a reçu le nom de celui qui en a parlé, c'est la substance gélatineuse de Rolando. Voilà, cette partie-là. C'est clair? Et tout le reste, c'est une substance grise spongieuse. C'est bon? Après les détails, on va revenir à chaque fois, on va revenir à ces schémas pour les détails. D'accord? Donc, on a dit que la substance grise, elle est faite des cornes antérieures, des cornes postérieures, plus la commissure grise. On va voir les caractéristiques morphologiques des cornes antérieures et des cornes postérieures et de cette fameuse commissure grise qui est un pont de substance grise qui rattache les deux cornes antérieures et postérieures. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces cornes antérieures? On vous dit qu'elles sont volumineuses, elles sont mal limitées, je parle des cornes ventrales hein, antérieures. Leurs contours sont irréguliers et festonnés, et chaque corne antérieure comprend une tête et une base. Il n'y a pas de corps au niveau des cornes antérieures. Par analogie aux cornes antérieures, nous avons les cornes postérieures dorsales. Celles-ci, elles sont plutôt effilées, allongées, effilées, et elles présentent des contours plutôt nets. Voilà, c'est très schématique. Vous avez les cornes antérieures, regardez les cornes antérieures, elles sont festonnées, donc forme, si vous voulez, étoilée, festonnée, contour irrégulier, festonné, plutôt volumineuses comparativement aux cornes postérieures dorsales qui, elles, sont plutôt effilées avec des contours bien réguliers. Voilà. Là, c'est en gros. Hein. Les détails, on va les voir après. On vous dit que les cornes antérieures, elles présentent elles présentent une base et elles présentent une tête uniquement. Par contre, les cornes postérieures, elles présentent une tête,
une base, et les deux bases se confondent. C'est là où se trouve la commissure grise. Elles sont rattachées, la base de la corne antérieure et postérieure et antérieure. Et puis, nous avons le corps au niveau. Elles sont plutôt allongées et effilées, les cornes postérieures. Elles présentent un corps. Voilà. Vous me suivez? C'est très clair dans le schéma. Nous avons une boursouflure ici, sous forme d'un petit triangle qu'on appelle la corne latérale. Elle se trouve du côté de la corne postérieure. Je reviens aux cornes postérieures. Ça va? Chaque corne antérieure comprend une tête, une base. Pour les cornes postérieures, elles sont effilées. Leurs contours sont plutôt nets. Leur limite postérieure atteint presque la surface de la moelle, de laquelle elle reste séparée par une mince lamelle de substance blanche, la zone marginale de l'issoyère. C'est quoi ça? Voilà. Bon, dans ce schéma, il n'est pas très bien réalisé. En fait, elle se trouve là, cette zone marginale de l'issoyère. C'est à la fin, à l'extrémité terminale des têtes des cornes postérieures, avant la limite finale de la moelle épinière, il y a une mince couche ici de substance blanche. Point final, autour du point final de la substance grise. Et cette zone-là, on l'appelle, voilà, cette zone, on l'appelle zone de l'issoyeur. Voilà. La zone marginale de l'issoyeur. Est-ce que vous avez compris? Voici un autre schéma où c'est plutôt clair ici. C'est la zone de l'issoyeur. Regardez. Ici, nous avons la substance gélatineuse de Rolando en arrière de cette corne postérieure et la zone marginale de l'issoyeur. Mais chez l'issoyeur, dans l'autre schéma, ils ont rajouté un A, c'est faux. Zone marginale de l'issoyeur, comme ça, comme je l'ai écrit dans le polycorde. Et cette zone marginale, c'est cette substance blanche à la fin, autour de l'extrémité terminale de la corne postérieure. Cette partie-là, cette zone-là, cette petite substance blanche qui épouse la partie terminale de la corne postérieure s'appelle zone marginale de l'issoyeur. OK? Ça va? Oui, madame. Quand on vous rajoute que chaque corne postérieure, par contre, celle-ci, elle comporte une base, un col ou un corps avec une tête. Voilà. Dans le schéma, c'est très... Je vous les ai donnés les deux comme ça. Il y a même des appellations. On vous rajoute, c'est des zones fonctionnelles. C'est pour ça que je vous ai donné leur nom. En anatomie, en physiologie, on va vous dire la colonne de Clark. Vous êtes censé savoir c'est quoi la colonne de Clark. Et elle correspond à quel endroit, à quelle zone de la substance grise. C'est pour ça que je vous les donne. D'accord? En neurophysiologie, on va vous dire la corne latérale de la substance grise. Vous allez dire on ne l'a pas traité. Voilà. Donc, ces termes techniques, c'est de la terminologie, mais vous devez les connaître. Mais les détails physiologiques concernant ces zones-là, ce n'est pas du ressort de l'histologie. Et je ne pense pas que vous allez le faire cette année. OK? Donc, on vous dit, au niveau de la tête de la corne postérieure, on trouve, peut-être qu'on vous en a parlé, non, mais vous n'avez pas fait la neurophysio. Non, pas encore. Le noyau propre de la tête. En anatomie non plus. Non, pour vous-même. Le noyau de Waldeyer. Vous n'avez pas entendu parler du noyau de Waldeyer? Non, madame. Eh bien, voilà, on va vous en parler. Vous allez dire oui, on l'a vu en histo. Donc, au niveau de la tête de la corne postérieure, c'est-à-dire ici, au niveau de la tête de la corne postérieure, nous avons, où est-ce qu'il est ici, la couche zonale, on l'appelle soit la couche zonale de Waldeyer, en 10. Cette partie-là, c'est une partie physiologique.
fonctionnelles. C'est des zones fonctionnelles. D'ailleurs, il y a une segmentation, des subdivisions en étages au niveau de la moelle épinière et c'est des subdivisions fonctionnelles. C'est ce qu'on appelle les aires, AIRES fonctionnelles. C'est-à-dire, c'est les zones fonctionnelles d'un organe donné. Et d'ailleurs, au niveau de la moelle épinière, en physiologie, vous allez retrouver des zones fonctionnelles. Au niveau de cette zone, il se passe ceci, cela. Les noyaux, ils arrivent, ces noyaux ressortent, et il y a cette fonction, etc. C'est ça, c'est la répartition, c'est les subdivisions, c'est les aires fonctionnelles de la substance grise médulaire. Donc, nous, on va donc juste noter topographiquement la localisation. Donc, on va noter la localisation, la topographie de ces zones. Donc, la zone, ou bien le noyau propre de Waldeyer, ici, il se trouve au niveau de la tête, de la corne postérieure. C'est tout. D'accord? Au niveau de la tête de la corne postérieure, on trouve le noyau propre de la tête qui a reçu le nom de noyau de Waldeyer. Et on l'appelle aussi la zone de Waldeyer. Donc, le lieu où se trouve le noyau. Je continue. J'ai parlé de la colonne de Clark. C'est quoi cette colonne de Clark? On vous dit sur les bords internes de la base de la corne postérieure. Allez. Les bords internes de la base de la corne antérieure. Il y a un petit renflement, petite évagination, un petit soulèvement si vous voulez, qu'on appelle la colonne de Clark sur les bords internes, c'est-à-dire où on va situer dans le schéma. La colonne de Clark, elle est où? 4. Les bords internes, sur les bords internes des cornes postérieures. Il y a un petit soulèvement, vous voyez, ici, dans notre schéma, il ne figure pas, une petite bosse comme ça, un petit soulèvement de substance grise qu'on appelle la colonne de Clark. Voilà. OK? Je continue. C'est à apprendre. Je vous le dis tout de suite, c'est à apprendre. Comme ça, vous allez vous retrouver topographiquement. Si je dis la colonne de Clark, c'est situé au niveau des bords internes de la base de la colonne, de la corne dorsale ou bien postérieure. OK? Je continue, Yeresh. Qu'est-ce qu'on va rajouter dans cette explication concernant la substance grise? Il y a beaucoup d'informations, mais c'est très clair. Et je suis en train d'expliquer. Si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer encore. Je continue, Yeresh. Madame. Oui. Est-ce que vous pouvez montrer le col des cornes postérieures? Pas en détail. Hein? Regardez ici. Très schématiquement, c'est que la corne postérieure en deux. C'est ici la corne postérieure. Regardez. Elle est faite, ces 3 éléments. On vous dit en 2A. Voici, c'est pour ça que j'ai donné ce schéma. C'est la tête de la corne postérieure. En 2B, c'est le col. Vous guidez le col. Voici les bords internes du col. D'accord? Avec le col. C'est le milieu, c'est le corps. Ensuite, la base en 2C. La base de la corne postérieure, regardez la base de la corne antérieure en 1A, vous avez la base de la corne antérieure. Elles se confondent, les deux bases. Elles se confondent. Elles sont juxtaposées, si vous voulez, et la fusion de ces cornes, c'est-à-dire le point d'attache de ces cornes, cette ligne médiane, elle va nous donner la commissure grise centrale. Cette commissure grise, elle est centrée par le canal central médulaire ou bien le canal de l'épondyle ou le canal spinal. D'ailleurs, ça délimite une substance grise du côté postérieur qui est un peu épaisse, elle est dite épaisse, et il y a cette partie-là au-dessous, du côté antérieur, on l'appelle la substance grise antérieure, la commissure grise antérieure. Je vais y arriver. Ça va, mademoiselle? Ça va? Oui, madame, merci beaucoup. Voici, quoi? En 4, voici ce renflement, cette boursouflure, si vous voulez, cette petite évagination
ce soulèvement qu'on appelle la colonne de Clark. C'est une zone fonctionnelle aussi. C'est bon? Mais il y a deux termes pour les définitions. Apprenez-les. Comprenez-les et apprenez-les. D'accord? On vous rajoute une autre définition, une autre zone qu'on appelle la corne latérale. Cette corne latérale, c'est de part et d'autre des cornes postérieures et antérieures, des côtés latéraux. Nous avons des petits renflements aussi, soulèvements triangulaires de part et d'autre des côtés latéraux de la substance grise et plus précisément du côté postérieur des cornes antérieures, beaucoup plus, à la partie postérieure des cornes antérieures se trouve une sorte de renflement triangulaire qui ressort comme ça des côtés latéraux qu'on appelle, c'est une substance grise spongieuse qu'on appelle la corne latérale. C'est schématiquement la corne latérale. En 3, c'est celle-ci, cette partie-là. Bon, ici, ils n'ont pas montré le petit triangle, le soulèvement, mais la corne latérale, c'est, si vous voulez, des côtés latéraux des deux cornes dans l'autre schéma au khilaf. Voilà, même ici, la corne latérale, ils n'ont pas montré le petit soulèvement, mais il y a un petit soulèvement. Oui. Si sur l'autre schéma, ça se voit une petite corne comme ça. Oui. Si vous voulez. Oui, parce que dans les 3 dimensions, en fait, c'est dans les 3 dimensions, c'est des coupes horizontales, et puis c'est schématique. Là, c'est un schéma. D'accord? Donc, la corne latérale, au fait, c'est la substance grise qui se trouve de part et d'autre au niveau des côtés latéraux de la substance grise, entre la substance blanche, les cornes postérieures, et les cornes antérieures. C'est ce qu'on appelle les cornes latérales, tout simplement. D'accord? Ça va? Oui, ici, il y a le soulèvement ici. C'est vrai, vous avez raison, mademoiselle. Et du côté de la corne antérieure, c'est le soulèvement ici, la corne latérale. Le schéma est on le voit dans le schéma. Ça va? Je continue? Oui, madame. Très bien. Voilà. Donc, on y arrive. Il y a une dernière petite définition. Et là, on vous dit en arrière des cornes latérales. Donc, on vient de parler de ces cornes latérales qui se trouvent de part et d'autre sous forme d'un renflement de substance grise spongieuse, plus précisément du côté postérieur des cornes antérieures. On a un renflement triangulaire qui forme la corne latérale. En arrière de ces cornes latérales, on a la substance grise qui se trouve en arrière. Elle présente des prolongements transversaux ou bien obliques. Et ces prolongements de substances grises ont reçu le nom de substance réticulée. Je vous rajouterai autre chose, c'est également une zone fonctionnelle. C'est tout ce que je vais dire de physiologique. Regardez, la substance réticulée, ils n'ont pas donné son nom, mais c'est des petits prolongements. Si vous, bon, ici, non, on ne les voit pas. Non, on ne les voit pas. Donc, en arrière de cette corne, ces deux cornes latérales, il y a la substance grise, c'est des petits prolongements comme ça, sous forme de filaments, sous forme de prolongement de substance grise, c'est de fins filaments de substance grise qui ressortent en arrière de la substance latérale. Et cette substance grise, on l'appelle la substance, on l'appelle comment? La substance grise réticulée. OK? C'est terminé pour les définitions. Donc, vous revoyez ça à tête reposée. Vous essayez d'imaginer cette topographie. Vous allez vous aider des schémas et vous allez les apprendre. Comme ça, vous allez connaître ces zones fonctionnelles au niveau de la substance grise médulaire. OK, Yeresh, je te laisse. Je continue. La commissure grise, la fameuse commissure grise, donc, tout simplement, on vous dit qu'il y a un pont transversal de substance grise qui relie les cornes antérieures et les cornes postérieures. Et cette partie-là, ce pont-là transversal de substance grise, a reçu le nom de commissure grise. On l'appelle aussi la commissure intermédiaire. On l'appelle le pont de substance grise. Ce qui signifie cette zone de matière grise, de substance grise, qui relie les deux cornes postérieures aux cornes antérieures. Et bien sûr,
cette commissure grise, elle est centrée par le canal spinal, par le canal épendymaire, et je vous ai dit, et donc ça détermine, ça délimite deux zones, une zone antérieure et une zone postérieure. On aura une commissure grise antérieure du côté ventral, et nous aurons une commissure grise postérieure du côté dorsal. La commissure grise antérieure, elle est mince, la commissure grise postérieure, elle est épaisse. C'est schématiquement ici. Regardez, en 6, vous avez la commissure grise postérieure. Regardez, elle est plus épaisse que en 7, en 8, non, en 5, la commissure grise antérieure. Donc cette zone, elle est plus fine que la commissure grise postérieure qui est plutôt épaisse. C'est la substance grise. Du côté postérieur, on l'appelle commissure grise postérieure. Du côté antérieur, on l'appelle commissure grise antérieure. Le point de séparation, c'est le canal spinal. Ça va? Voilà, ce schéma, Madame. on vient de le regarder. C'est adjoint à mademoiselle Trarakel. C'est la commissure grise postérieure. Elle est plus épaisse que la commissure. Ici, c'est pas, ils n'ont pas montré dans ce schéma. On a la commissure grise, ici, antérieure. Oui, ma fille. Oui. Voilà. Madame, on peut dire que la zone marginale de les sauveurs entoure les sauveurs entoure la substance grise gélatineuse de Rolando. Elle entoure la substance grise gélatineuse de Rolando. Oui. Comment ça? Car même la substance gélatineuse est disposée en arrière de la tête de la corne postérieure. Donc, j'ai pensé que... Un petit peu. On ne l'a pas noté comme ça. C'est-à-dire, en réalité, elle ne se trouve pas de cette manière parce que c'est le noyau de Waldeyer au niveau de la tête de la corne postérieure. Et pour la substance gélatineuse de Rolando, elle est où? Je sais pas. Où? À vrai dire, les pointillés, ils signifient derrière. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les pointillés qu'ils mettent comme ça, c'est derrière, pas en avant. C'est dans les 3 dimensions. Ah, d'accord. Vous retenez comme c'est expliqué. C'est un peu compliqué. Hein. C'est compliqué pour vous. C'est des zones fonctionnelles, mais l'autre, elle est située derrière la corne postérieure, mais si en avant. D'accord. C'est dans les 3 dimensions de l'espace. D'accord? Vous la prenez comme ça a été expliqué. Autrement, on aurait dit que ça entoure la substance gélatineuse de Rolando. Ce n'est pas le cas. C'est une suite. Enfin, mademoiselle, ce que je raconte. Oui, madame. Regardez ce qu'on a mis ici en noir. À vrai dire, c'est situé derrière. C'est situé en arrière. D'accord? C'est bon, je continue. On va revenir à la substance blanche. Donc là, c'est plutôt topographique. Terminologie, topographie. Voilà ce que je vous ai donné dans l'aspect de la substance grise médulaire. Et je vais faire pareil pour la substance blanche. On va délimiter les différentes zones topographiquement et les termes techniques appropriés pour délimiter les zones fonctionnelles aussi au niveau de la substance blanche. On va voir que c'est des fibres nerveuses myélinisées et amyéliniques. On a aussi des fibres de la névroglie, des cellules nerveuses qui accompagnent les cellules névrogliques, qui accompagnent, qui se trouvent au niveau de la substance blanche et surtout qui proviennent de cellules névrogliques centrales, donc au niveau de la matière grise. Et ça va délimiter, vous allez voir que il y aura des sillons, des septums de séparation, on appelle les sillons, et on a des sillons médians du côté antérieur, un sillon médian du côté antérieur, un sillon médian du côté postérieur dorsal, et nous avons des sillons collatéraux de part et d'autre antérieurs et des sillons collatéraux postérieurs de part et d'autre. Et ça va délimiter des zones fonctionnelles au niveau de la substance blanche qu'on appelle les cordons antérieurs, 2 cordons antérieurs, 2 cordons postérieurs et 2 cordons latéraux. Je vais relire ce qui est écrit parce que j'ai parlé sans voix. On vous dit la substance blanche médulaire
c'est la substance, donc elle entoure la substance grise. Elle est faite de fibres nerveuses. Les unes sont myélinisées et d'autres sont amyéliniques. C'est le tout qui forme les fibres nerveuses. Et nous avons aussi des fibres névrogliques qui vont provenir des cellules névrogliques, précisément des astrocytes qui sont fibreux. Les astrocytes, ce sont les cellules névrogliques majoritaires qui se trouvent au niveau de la substance grise. Et c'est plutôt les fibres nerveuses, ces astrocytes associés aux fibres nerveuses des neurones de la substance grise qui forment majoritairement la substance blanche. Et on retrouve aussi à l'intérieur quelques petits neurones, mais majoritairement, c'est-à-dire presque 85 à 90% de la substance blanche est faite de fibres nerveuses myélinisées et amyéliniques, plus les fibres nerveuses des cellules névrogliques, précisément d'astrocytes fibreux. C'est quoi un astrocyte fibreux? Vous avez vu ça en première année. Qu'est-ce qu'on appelle un astrocyte fibreux? Les cellules nerveuses, vous les avez vues l'année passée, le parenchyme nerveux. Qu'appelle-t-on astrocyte nerveux? Astrocyte fibreux ou bien fibrillaire. C'est la même chose. Hein? Est-ce que vous avez une réponse? Ne regardez pas Google. Est-ce que vous avez des notions? C'est quoi un astrocyte fibreux? Vous voulez que je réponde? Son nom indique qu'il possède beaucoup de prolongements cytoplasmiques, fibreux. Il y a beaucoup de prolongements cytoplasmiques. Ça veut dire quoi? Les astrocytes fibreux, ce sont des cellules névrogliques, mais au fait, c'est des cellules névrogliques qui présentent un petit corps cellulaire, un petit péricaryon avec beaucoup de prolongements dendritiques, même axonaux, très fibreux, et ça donne un aspect fibreux à ces cellules. On a aussi ce qu'on appelle les astrocytes protoplasmiques. Les protoplasmiques, ils présentent des corps cellulaires assez volumineux. Le protoplasme, il est abondant. Par contre, les fibreux, les astrocytes fibreux, leur cytoplasme, si vous voulez, là où se trouve le corps cellulaire, il est pauvre en organique. Voilà. Et il présente beaucoup de fibres, beaucoup de ramifications. Ça va? Oui. Donc, on va délimiter les zones au niveau de la substance blanche. Donc, ces prolongements forment des feutrages épais autour de vaisseaux sanguins, c'est tout à fait normal. Et donc, la substance blanche, on vous dit qu'elle est parcourue par une série de sillons. Un sillon médian antérieur, on va les illustrer schématiquement. Un sillon médian postérieur, des sillons collatéraux antérieurs et postérieurs, de deux, et qui délimitent les cordons antérieurs, les cordons postérieurs et les cordons latéraux. Voici schématiquement cette subdivision au niveau de... Voilà, très schématiquement ici, nous avons pour la substance grise, elle est faite en 1 de la corne antérieure, en 2 de la corne postérieure, en 3 de la commissure grise. C'est très schématique et c'est forme d'un petit résumé pour délimiter les zones. Pour la substance blanche, nous avons, regardez, en 4, le cordon antérieur, nous avons déjà les sillons, le sillon médian antérieur. Il est plus allongé, le sillon médian postérieur. Le sillon médian postérieur, en 9. Nous avons en 7 la commissure antérieure. Nous avons en 4, 5 et 6, respectivement, le cordon antérieur, le voici, blanc, antérieur. Nous avons en 5 le cordon latéral, du côté latéral, des côtés latéraux, les 2 cordons latéraux, les 2 cordons antérieurs, bien ventraux. En 6, nous avons
les deux cordons postérieurs ou bien dorsaux. Voilà. On a schématiquement, j'ai un schéma, où est-ce qu'il est? Il a sauté le schéma que j'ai sur la substance blanche. Attendez. Voilà, on a ça. On a 4 types de sillons. Le sillon ventral médian, qui est profond. Le sillon dorsal médian, ici, qui est tout petit. Le sillon dorsolatéral, qui correspond à quoi? Sillons dorsolatéraux qui correspondent au point d'entrée des racines nerveuses. Vous voyez, c'est des zones fonctionnelles. Ce sont toutes des zones fonctionnelles. Et nous avons le sillon ventrolatéral qui lui correspond au point de sortie, au sillon de sortie des racines nerveuses. On ne rajoutera pas plus que ça parce que c'est de la physiologie aussi. Voilà, donc des différents adjoints, mademoiselle Dufour, cordons médulaires de la substance blanche. Donc, respectivement, on aura les cordons dorsaux, les cordons latéraux et les cordons ventraux. La substance blanche, elle est représentée en jaune pâle et la substance grise, elle est en gris. Voilà. Oui, mademoiselle. Les sillons collatéraux antérieurs, ce sont les mêmes que les sillons ventraux. Comment? Ah bon? Ah bon, regardez. Sinon, regardez, mademoiselle. Ici, c'est un schéma. Là, c'est une microphotographie. Ici, on vous dit sillon dorsolatéral. Regardez le sillon dorsolatéral. On a dit, il correspond à quoi le sillon dorsolatéral? Il correspond à quoi? Le lieu d'entrée de... Oui, c'est le point d'entrée des racines nerveuses. Et le sillon ventrolatéral, c'est le point de sortie, sillon ventrolatéral, ici, des racines nerveuses. Voilà. Mais dans le cours, on a cité les sillons collatéraux antérieurs. Oui, c'est-à-dire les zones fonctionnelles, c'est les différentes parties constitutives de la substance blanche. Voilà. Donc, on peut rajouter sillon ventrolatéral, dorsolatéral. Dorsolatéral, c'est pour préciser le point d'entrée et de sortie des racines nerveuses, tout simplement. Je voulais rajouter pour que vous compreniez cela parce qu'en physiologie, on va vous parler de ça, dans le schéma uniquement. D'accord? Mais nous, la composition de la substance blanche, elle correspond à quoi? C'est que la substance blanche, on a les deux cordons antérieurs, les deux cordons latéraux, les deux cordons postérieurs. On a cette partie-là qui est sous la substance grise, donc sous le pont, la partie antérieure et la partie postérieure. Et nous avons le sillon médian antérieur et le sillon médian postérieur. Voilà, cette écorchure ici, petite, et là, qui s'étale sur... Voilà. Et tout ça, ces parties-là, 5, 6 et 4, cet ensemble, plus, donc, regardez, en 5, c'est le cordon latéral. En 6, c'est le cordon postérieur. En 4, c'est le cordon antérieur. Et les sillons médians antérieurs et postérieurs, on va rajouter le centre médulaire, le canal de l'épondyle. On vous donne ici en 11 les racines antérieures, en 12 la racine postérieure. C'est ces sillons dorsolatéraux et ventrolatéraux. D'accord? C'est les points d'entrée et de sortie des racines nerveuses. Et dans ce schéma, on a le ganglion nerveux rachidien. Un modèle, bon, ce n'est pas l'objet de notre cours, c'est juste pour vous dire que ces deux racines ventrales, dorso-ventrale et latéro-ventrale et latéro-dorsale, elles vont se rejoindre pour former les ganglions rachidiens, les nerfs rachidiens.
Ça va? Oui, ça Vous va. voulez que je réexplique? Là, je vous ai juste montré les sillons dorsolatéraux, les points d'entrée et de sortie des racines nerveuses, hein, sans plus. Mais la matière blanche, elle est faite des cordons latéraux, des cordons du côté dorsal, ventral et des cordons latéraux. Voilà. Et les points d'entrée et de sortie des racines nerveuses que je vous ai montré. C'est tout. Madame, Oui. Madame, le sillon ventrolatéral, les sillons sont le point de sortie des racines. Qu'est-ce qu'on a Et les dit? dorsaux. Oui, Oui, madame. si on voit latéral, c'est le point de sortie des racines. C'est que le schéma. Si on Et les dorsolatéral? c'est l'entrée des racines. Le ventre latéral, c'est le point de sortie des racines nerveuses. D'accord, madame. Vous allez voir ça en physiologie. Vous allez voir ça en physiologie. Hein. Je vous les ai juste montrés. Comme ça, quand on va vous faire le cours en physiologie, vous allez vous limiter, vous situer dans la topographie de la matière grise et blanche. C'est tout. D'accord? Ça va? Oui, madame. C'est les différents sillons. Voilà. Allez, les racines rachidiennes. Donc, vous n'avez aucune notion sur le nombre des racines rachidiennes, etc. Si. Si, on en a parlé dans le cours d'anatomie brièvement. Le nerf mixte rachidien. Donc, on a des fibres myélinisées, des fibres amyéliniques. Et les racines sont en nombre de 31 paires. Ça, vous le savez normalement. Vous avez les 8 cervicales, les 12 dorsales, les 5 lombaires et sacrées et la dernière coccygienne. Voilà. Juste pour faire un petit rappel anatomique. La moelle épinière est en relation avec les racines rachidiennes étagées. On distingue des racines antérieures ventrales du côté ventral et des racines postérieures du côté dorsal.